Salut, ici Sancho de la Team Diplo et juste avant de commencer cette vidéo, on voulait vous demander un coup de main parce que la chaîne, elle a un peu de mal à démarrer. On passe des heures, voire des jours à préparer ces vidéos et l'algo YouTube, il les met pas en avant. Donc on stagne à 400 à 500 vues max. Et puis c'est ballot, mais on a remarqué que plus de 99% du public était composé d'hommes, quasiment aucune femme ou de non-binaires. Donc si vous connaissez des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par cette chaîne, partagez-la leur. Allez, maintenant on démarre vraiment. Fabien, lance l'intro. Україна здивувала світ, Україна надихнула світ, Україна об'єднала світ. На доказ можна сказати тисячі слів, але достатньо кількох. Хаймарс, Петріот, Абрамс, Айріс-Ті, Челленджер, Насамс, Léopard. Vladimir Poutine était convaincu que l'invasion de l'Ukraine se déroulerait sans accroc et que ce serait réglé en question de quelques heures, voire quelques jours. Il imaginait un blitzkrieg, une progression rapide des troupes russes à travers le territoire ukrainien, l'encerclement de Kiev, la fuite de Zelensky et la capitulation sans condition de l'armée ukrainienne. Poutine s'imaginait déjà en héros de la nation, en stratège militaire. En absorbant l'Ukraine, il voulait rééditer la formation de l'URSS en 1922. Nous avons aussi trouvé des uniformes de parade. Ils s'attendaient donc à prendre Kiev en 2 jours et à organiser ensuite un défilé ici. Nous pouvons donc affirmer à présent que nous avons complètement déjoué leur plan. Oleksandr Outrevitch, chef d'état-major adjoint de l'armée ukrainienne. Mais c'est tout le contraire qui va se produire. Les Ukrainiens vont déjouer l'invasion, ils vont opposer une résistance féroce qui pour certains dure déjà depuis 2014. La communauté internationale fera preuve d'une grande solidarité. L'armée russe va révéler au monde entier ses faiblesses et l'OTAN va ressortir plus puissante que jamais. Le bilan, il est désastreux, tant en coût de matériel qu'en termes de vie humaine. Les dernières estimations parlent de 180 000 tués ou blessés côté russe, rien que pour la première année de l'invasion. On est donc sur une moyenne de 500 victimes par jour. En seulement 12 mois de guerre, l'armée russe a perdu plus d'officiers et de hauts gradés qu'elle n'en a perdu en 7 ans de guerre en Syrie ou que les soviétiques en ont perdu en une décennie en Afghanistan. Les unités d'élite telles que les troupes parachutistes et l'infanterie navale ont été décimées. C'est une avalanche de défaites pour le Kremlin. La Russie a probablement perdu plus de la moitié de ses chars en Ukraine, selon les estimations. On parle de plus de 2300 chars. Au total, d'après les renseignements britanniques, la Russie aurait perdu plus de 4500 véhicules blindés de tout type, 63 avions, 70 hélicoptères, 12 navires de guerre et des centaines de batteries d'artillerie. Et ça, ce sont les pertes qu'on a pu documenter. D'autres ont très bien pu passer sous les radars en fait. Autrement dit, c'est une véritable débâcle militaire pour la Russie. À tel point qu'au grand étonnement de l'OTAN, la Russie n'a même pas réussi à prendre Kharkiv, l'une de ses principales cibles lors du début de l'invasion. Une ville située à seulement 50 km de sa frontière. Par contre, on ne va pas non plus minimiser les dégâts côté ukrainien. Grâce à son artillerie, Moscou est en train de raser des villes entières comme Mariupol, Severodonetsk, Irpin, Popasna ou Bakhmut. Et le pire pour Poutine, c'est que malgré les pertes énormes de l'armée russe, il n'a pas réussi à atteindre un seul de ses objectifs. Zelensky, il est toujours en place, bien installé dans son fauteuil et plus légitime que jamais. L'unification des peuples slaves n'a pas eu lieu, l'Ukraine n'est pas tombée et ses liens avec l'Occident en sont ressortis plus forts que jamais. Наша віра зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. Et malgré l'évidence de la défaite, ou en tout cas de la non-victoire, Poutine refuse de céder et de battre en retraite. Question d'orgueil, mais aussi de survie de son régime. C'est le triomphe ou la chute. Alors, à la décharge de Poutine, certains experts ont émis l'hypothèse que son entourage, et tout particulièrement l'état-major, lui dissimule la gravité de la situation. Mais à la rigueur, qu'importe, un an après l'invasion, d'après Ben Wallace, le secrétaire britannique à la défense, 97% de l'armée russe est déployée en Ukraine. En tout cas, 97% des unités de combat. Mais à moins d'un énorme renversement de situation, aucun des deux camps ne peut prétendre à une victoire claire dans les mois à venir. Bref, quand est-ce que cette guerre va se finir et quels sont les différents scénarios? Paix, armistice, anéantissement mutuel, victoire totale. On regarde ça. Vers une résolution du conflit ? Début octobre 2021, une réunion très
très importante s'est tenue dans le bureau ovale. Y étaient entre autres Joe Biden, le directeur de la CIA William Burns, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le général Mark Milley, le chef de l'état-major de l'armée la plus puissante du monde. L'objectif de la rencontre, faire le point sur le déclenchement imminent de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Pour une fois, les services de renseignement avaient fait leur boulot. On parlait plus de faisceaux d'indices, les infos étaient formelles, le risque était réel. 5 mois avant le début de l'invasion, les États-Unis et l'Ukraine se sont préparés à la guerre. Or, durant cette réunion, comme le confirmera plus tard le général Milley en personne, 4 lignes d'action ont été convenues. Premièrement, un conflit direct entre l'OTAN et la Russie devait être évité à tout prix. Deuxièmement, en cas de guerre, tout devait être fait pour la contenir en Ukraine. Troisièmement, le renforcement des capacités défensives de l'OTAN et sa cohésion sont devenus une priorité. Et finalement, le point clé, il fallait donner à l'Ukraine les moyens de se battre et de se défendre. Une réunion cruciale qui a marqué la suite des événements. L'issue aurait pu être complètement différente si les 4 hommes réunis ce jour-là avaient adopté une posture différente. Mais dès lors, si la Russie enfreignait la souveraineté de l'Ukraine, alors les Ukrainiens auraient les armes pour la défendre. 1 year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall, and most important, it stands free. L'Occident s'est solidarisé avec l'Ukraine. Plus de 160 milliards de dollars d'aide militaire, financière et humanitaire ont été engagés. L'Ukraine a au moins de quoi tenir jusqu'à fin 2023. Personne ne pensait que les Russes déclencheraient une guerre médiévale du XXIe siècle. Ce conflit va changer le visage de l'Europe autant que la Seconde Guerre mondiale. James Risch, sénateur républicain de l'Idaho et membre du comité des relations extérieures du Sénat. Bon, on peut se réjouir de la résilience de Kiev, mais en même temps, plus le conflit s'éternise, plus il y aura de morts. Donc maintenant qu'on a un aperçu de la guerre russo-ukrainienne, ça serait pas mal de se pencher sur les différentes issues possibles. Nous, on voit 4 scénarios possibles. En vrai, il y en a un 5e, mais on verra plus tard pourquoi on l'inclut pas. Ces scénarios, ils sont pas tous forcément souhaitables. On t'explique pourquoi. 1. Lâcher l'Ukraine. Poutine, il comptait sur l'inaction de la communauté internationale. Et c'est justement cette solidarité qui a sauvé l'Ukraine, dont la résistance, aussi héroïque qu'elle fût, n'aurait pas suffi face au déluge russe. Le truc, c'est que lâcher l'Ukraine, ça pourrait encore se produire. Trump et Le Pen, par exemple, qui se sont opposés ouvertement à l'aide à l'Ukraine. Marine Le Pen pourrait très bien être élue à l'avenir présidente de la République française. Or, si on peut lui reconnaître une qualité, c'est sa loyauté envers Poutine. Vu que c'est des banques russes qui ont financé sa première campagne présidentielle, elle s'était initialement prononcée contre le soutien à l'Ukraine. Mais face au tollé, elle a dû faire marche arrière et elle a fini par admettre une naïveté collective. Guerre en Ukraine, l'extrême droite française reconnaît sa naïveté face à Vladimir Poutine. En revanche, si Trump revenait au pouvoir, ce qui est peu probable, mais ça reste néanmoins une possibilité, alors l'aide militaire à l'Ukraine pourrait être discontinuée. L'Ukraine finirait très probablement par chuter, ou au mieux, elle finirait par négocier un cessez-le-feu en situation d'infériorité, ce qui reviendrait de facto à une victoire de Poutine et un désastre pour l'Ukraine. En fait, ce qui constitue l'un des atouts majeurs de Vladimir Poutine, c'est la lassitude occidentale. C'est très probablement son pari. Il espère que l'opinion publique occidentale finisse par se lasser de la guerre et de ses conséquences, comme la hausse des prix de l'énergie. Ce qui finirait inévitablement par porter au pouvoir en Europe des gouvernements plus russophiles ou moins russophobes, c'est selon. C'est aussi la raison pour laquelle le voyage de Biden à Kiev était crucial. Il s'agissait de réaffirmer le soutien indéfectible des USA, donc de l'Occident, à la cause ukrainienne. On ignore ce qu'il adviendrait des Ukrainiens en cas de retraite du soutien occidental, mais les centaines de corps qui ont été exhumés à Boutcha et Izium et qui portent des marques de torture et de viol nous rappellent le sens de cet engagement. Et puis ce serait aussi une catastrophe pour le reste de la communauté internationale. Le message envoyé, c'est celui de l'impunité, de la loi du plus fort, de l'inaction. Les régimes autoritaires se sentiraient encore plus libres d'agir sans craindre de répercussions, de tribunaux internationaux, d'ingérences et de sanctions internationales. Surtout que depuis, la CPI nous a concocté une petite surprise. C'est symbolique, mais c'est lourd de sens. Mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine. Mais justement, sans réponse occidentale, la Corée du Sud, la Moldavie et Taïwan deviendraient des proies encore plus vulnérables. If Putin wins in Ukraine, the message to him and other authoritarian leaders will be that they can use force to get what they want.
This will make the world more dangerous and us more vulnerable. C'est précisément la raison pour laquelle laisser tomber l'Ukraine est totalement exclu. President Putin is confronted with something today that he didn't think was possible a year ago. The democracies of the world have grown stronger, not weaker. But the autocrats of the world have grown weaker, not stronger. Ce qui nous mène à la deuxième issue possible du conflit. 2. Le gel du conflit. À l'offensive russe initiale, les Ukrainiens ont répondu par une contre-offensive brutale. Plus de conquêtes territoriales majeures, si ce n'est des batailles ponctuelles pour des positions qui n'ont même pas d'intérêt stratégique, comme la ville de Bakhmut. Les Russes ont envoyé des dizaines de milliers d'hommes pour renforcer leur position et pour défendre le territoire conquis, mais plus de percées significatives. Ça paraît évident que les pertes subies par la Russie ont été si énormes qu'elle est passée d'une logique de conquérir toute l'Ukraine à seulement quelques oblasts. Mais côté ukrainien, il y a aussi eu pas mal de pertes, à la différence qu'en plus des engagés volontaires et des militaires, il y a aussi eu beaucoup de victimes civiles. Si les alliés de l'Ukraine décidaient de réduire les livraisons d'armement et de matériel, le conflit pourrait s'enliser ad vitam aeternam. Surtout que le contexte, il s'y prête. L'épuisement des troupes et de la population civile, le désintérêt de l'opinion publique occidentale, l'impact de la crise énergétique. Beaucoup de pays pourraient être tentés par cette issue et de laisser le conflit s'embourber en espérant un retour à la normalité progressif. Et si la Russie parvenait malgré tout à réaliser une offensive majeure, à conquérir de nouveaux territoires et proposer dans la foulée une armistice, c'est tout à fait possible que les alliés occidentaux de l'Ukraine fassent pression sur Zelensky pour qu'il accepte de négocier, ce qu'il refuse actuellement de faire. Nous n'arrêterons pas de répéter que la Russie ne doit pas gagner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si la guerre dure assez longtemps avec cette intensité, les pertes de l'Ukraine deviendront insurmontables. Déclaration d'un haut responsable français au Wall Street Journal. Personne ne peut prévoir les conséquences d'une Ukraine sous occupation, d'une Ukraine partiellement annexée. Quant à la population civile dans les territoires occupés par la Russie, on peut considérer qu'une bonne partie de ceux qui sont restés acceptent de facto l'idée de l'annexion. Alors justement, cette population civile, est-ce qu'elle chercherait à tout prix à fuir les oblasts occupée pour gagner l'Ukraine libre? Est-ce qu'elle s'organiserait en mouvement de résistance? Connaissant le passé sulfureux de la Russie, la répression serait sanglante. Et puis, est-ce que l'Ukraine parviendrait à se reconstruire, à attirer à nouveau les capitaux étrangers alors que techniquement, le pays serait toujours en guerre avec un risque de reprise du conflit? On ne peut pas ignorer que l'économie ukrainienne est en lambeaux et que ses infrastructures critiques sont gravement endommagées. Le modèle sociétal et économique de l'Ukraine n'est pas viable en l'état. À moyen terme, on court à la catastrophe. Surtout que la Russie pourrait très bien redémarrer les hostilités d'ici quelques années quand l'Ukraine serait encore plus affaiblie. Bref, une issue pareille, ça serait laisser la victoire à la Russie. Une victoire pas aussi éclatante que Poutine aurait souhaité, mais une victoire néanmoins. Il aurait réussi à annexer une partie de l'Ukraine et il aurait vaincu seul l'Occident. Beijing surveille de près pour évaluer le prix que la Russie paye ou la récompense qu'elle reçoit pour son agression. Ce qui se passe en Europe aujourd'hui pourrait se produire demain en Asie. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Or, si nos livraisons d'armement n'augmentent pas bientôt, alors on risque de voir ce scénario devenir une réalité. C'est probablement l'issue la plus réaliste pour Poutine. C'est pour cette raison que d'autres pays comme la France et l'Allemagne, mis en difficulté par la guerre pour des raisons assez évidentes, les hydrocarbures, ils envisagent une troisième solution pour mettre fin aux hostilités. « 3. Pensée 2024 » En 2024, va y avoir des élections en Russie. Il est souhaitable pour Poutine et pour son entourage de parvenir à une solution d'ici là. Un revers militaire et économique trop important et Poutine pourrait bien sauter. Or, si la guerre en Ukraine n'est toujours pas finie d'ici là, pas mal de cercles d'intérêt russes pourraient faire pression pour écarter le président Modi. Pour éviter un tel scénario, Poutine pourrait être tenté de négocier. Pressé par le temps, il pourrait éventuellement faire quelques concessions. C'est du moins ce que semblent penser Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Mais pour espérer cette issue, l'Ukraine doit être en mesure de tenir tête à la Russie. Donc, ils ont besoin d'armes et de tanks. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est que l'Ukraine lance une offensive militaire qui repousse le front russe pour ouvrir la voie à un retour aux négociations. Emmanuel Macron. Et 2024, c'est l'échéance. Ça veut dire que potentiellement, ça pourrait se produire avant. Si une offensive ukrainienne dans le sud-est permettait d'atteindre la mer d'Azov, de reprendre toute la zone de Zaporijia et de mettre la Crimée à portée d'artillerie, ça pourrait suffire pour forcer le Kremlin à négocier.
Après, si une sortie négociée du conflit est convenue, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la Russie pour respecter sa part du marché? Mais dur à dire, car l'histoire nous a prouvé le contraire. La Russie était supposément la garante de la sécurité et de la souveraineté totale de l'Ukraine, y compris de la Crimée, à condition que celle-ci lui remette ses ogives nucléaires soviétiques. En tout cas, c'était ce à quoi Moscou s'était engagé dans le mémorandum de Budapest en 1994. Le résultat, on le connaît. 20 ans plus tard, la Russie annexait la Crimée. Donc, si des négociations devaient se tenir, elles supposeraient que l'Occident continue d'armer l'Ukraine pour décourager toutes les nouvelles agressions russes à l'avenir. Et on parle de véhicules blindés, de missiles et d'une vraie flotte aérienne. On pourrait même envisager un accord de défense entre l'Ukraine et l'OTAN. Surtout qu'avec une issue négociée et la protection de l'Occident, l'économie ukrainienne pourrait redevenir attractive pour les investissements étrangers. C'est cette voie qui semble avoir la préférence du tandem Paris-Berlin. Et les dernières rumeurs de palais suggèrent que le Royaume-Uni, l'un des pays les plus impliqués dans le conflit, n'y serait pas opposé non plus. Et l'Ukraine désamorcerait du même coup les risques liés aux élections états-uniennes de 2024. Aujourd'hui, beaucoup d'experts pensent que cette issue est la plus probable, en sachant qu'elle permettrait aussi à Poutine de sauver la face, ce qui avait été une préoccupation de Macron depuis le début du conflit. Emmanuel Macron, écraser la Russie, cela n'a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais. Emmanuel Macron aurait aimé trouver une porte de sortie à Vladimir Poutine. Lucas Obin, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Après tout ce qu'on a dit, il y a une quatrième issue possible. Celle-ci est très populaire dans les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, et aux USA aussi. Une issue beaucoup plus radicale. 4. La victoire à tout prix. Les annonces de nouvelles livraisons d'armes occidentales ont insufflé un nouvel espoir à l'Ukraine. Des véhicules blindés, le Bradley Made in USA, le Striker canadien, le Marder allemand, des AMX-10 français, des chars comme le Challenger 2 britannique et le Leopard 2 allemand, des batteries de défense antiaérienne Patriot et maintenant, pour la première fois, des avions de chasse. Guerre en Ukraine. La Pologne et la Slovaquie vont livrer des avions de chasse à Kiev. Si ces livraisons se maintiennent ou s'intensifient, ça sent mauvais pour la Russie. Déjà que les troupes ukrainiennes ont infligé des dégâts colossaux grâce aux lance-roquettes états-uniens HIMARS. Plus de drones et d'avions et l'affaire est quasiment pliée. Alors pourquoi on l'a pas fait avant? Tout simplement parce qu'on savait pas si les Ukrainiens allaient résister. Ça aurait été une erreur stratégique d'équiper l'Ukraine et de risquer de voir les armes occidentales tomber entre les mains des Russes. Mais c'est surtout le message qui aurait été désastreux. Les armes de l'OTAN et le leadership des États-Unis ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et puis les USA, qui sont les principaux fournisseurs d'armement de l'Ukraine, n'ont pas forcément intérêt à une résolution rapide du conflit. Si les affrontements s'éternisent, la position de Poutine et de la Russie elle-même vont continuer de s'affaiblir. En vrai, tant mieux pour Washington et ses alliés, sauf que là, ils se sont un peu trompés d'ennemi. Le vrai rival stratégique des États-Unis, c'est la Chine et le terrain de jeu, c'est l'Indo-Pacifique. Bon, et côté Russie, c'est pas une surprise, on en a parlé plein de fois, son armée est épuisée et sous-équipée. Alors oui, le Kremlin prévoit une deuxième vague de mobilisation, mais les nouvelles recrues n'ont aucune expérience militaire et leur entraînement est nul. Où sont les uniformes, les bottes, les casques? L'armée russe critiquée pour le manque d'équipement de soldats mobilisés pour l'Ukraine. Donc on peut pas écarter l'hypothèse que l'armée ukrainienne parvienne à repousser l'invasion russe au point de faire écrouler ses lignes de défense. En fin de compte, le seul point délicat ce serait la Crimée où l'on voit mal Moscou battre en retraite. Le risque, c'est une escalade du conflit. On vous avait expliqué que c'était peu probable que la Russie utilise des armes nucléaires, mais le danger, il est quand même là. Mais si c'est ce scénario qui l'emporte, alors ça impliquerait aussi la fin de Poutine. Déjà parce que ça la fout mal de perdre une guerre contre un pays beaucoup plus petit et moins puissant. Et aussi parce que Poutine avait fait de la modernisation de l'armée russe sa principale priorité ces 2 dernières décennies. Et puis historiquement aussi, une guerre perdue, c'est systématiquement un changement de régime qui suit. Et malgré les implications, parce que ça voudrait dire que le conflit continuerait jusqu'à la victoire et donc qu'il y aurait encore plus de victimes, en Ukraine, ça reste la solution la plus populaire. Кожен українець когось втратив. Батька, сина, брата, маму, донечку, сестру, кохану людину, близького друга, колегу, сусіда, знайомого. Le truc, c'est que côté russe, Poutine a l'air de vouloir la même chose.
Vladimir Poutine veut gagner la guerre à l'usure, avertit le directeur de la CIA. Donc, on l'avait mentionné, on n'en a pas vraiment parlé, il y a une 5e possibilité. En fait, on a décidé de ne pas l'approfondir parce qu'on y a déjà dédié une vidéo entière que tu peux consulter ici. On y parle d'une révolution et de la chute de Poutine, ce qui mettrait de facto fin à la guerre. Voilà, en l'état actuel des choses, ce sont les 4 scénarios ennemis possibles de la fin du conflit russo-ukrainien. Maintenant, à toi, quel scénario faudrait-il privilégier? Celui du retrait total de l'Occident, donc de la défaite ukrainienne? Celui de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout? Celui de forcer l'Ukraine à négocier? Ou celui de laisser le conflit geler? On attend de lire ta réponse dans les commentaires. Comme on t'a dit en début de vidéo, oublie pas de la partager, de liker et de t'abonner. Et nous, on te dit à bientôt.